On m'appelle Jacques Catlino, je suis chargé à la Fédération française de voile de la mission formation de l'encadrement, de l'emploi et du suivi socio-professionnel des sportifs de haut niveau. Donc, si vous me permettez d'ailleurs une petite anecdote pour démarrer. Hier, grâce à Michel Parade qui avait invité Yvon Piégelin, qui est un très ancien prof de l'École nationale de voile, je dirais un des fondateurs intellectuels de cette école, ça nous a permis de discuter un petit peu ensemble, et notamment je lui demandais des nouvelles de son fils Hervé, qui était un très grand sportif de haut niveau en planche à voile. Il me dit, Hervé, il est chef d'entreprise, il a créé 7 entreprises à Brest, et visiblement ça se passe plutôt très bien ce qu'il fait. Alors, c'était intéressant d'en discuter avec lui parce que son fils, il avait arrêté assez tôt ses études. Grosso modo, il n'est pas allé bien loin. Et par contre, il a consacré son temps de jeunesse au sport de haut niveau. Et donc, l'analyse que me faisait son père, c'était de dire en gros, j'imagine, parce qu'il essaie d'imaginer comment il a pu développer ses compétences et ses capacités, il me dit, j'imagine qu'il a abordé ce métier avec la même ténacité, la même rigueur qui s'appliquait en planche. Et il me rappelait que son gamin, qui n'était pas toujours un gamin d'ailleurs, il prenait jamais la mer s'il y avait un petit truc technique qui n'allait pas sur sa planche, quoi. C'est-à-dire que tant qu'il n'avait pas réglé son truc, il partait pas. Et des fois, il passait du temps. Et de la même façon, s'il avait un problème météo, s'il avait un problème tactique, s'il avait un problème technique, il était vraiment très tenace à régler ça, et avec une assez grande rigueur. Et le succès professionnel qu'il a eu aujourd'hui, d'après son père, était certainement lié à ces capacités-là. Alors, tout ça pour dire que les compétences professionnelles, on peut les acquérir évidemment dans les formations, on en a parlé beaucoup, mais évidemment aussi dans des situations professionnelles ou des situations personnelles dans lesquelles on s'engage, d'une part avec passion et puis d'autre part avec assiduité. Et ce qui est certainement un trait commun dans ce que j'ai pu comprendre des différentes interventions depuis hier, entre la formation tutorée, la formation en alternance, c'est certainement l'engagement personnel dans les tâches, dans les actions et dans les projets. Et je crois que ça, malheureusement, ça ne se décrète pas. Et on a beau mettre en place toutes les ingénieries de formation qu'on veut, des systèmes de tutorat complexes, et Dieu sait qu'on déploie des trésors d'intelligence dans ce domaine. Si le contrat de base de l'engagement personnel n'est pas là, n'est pas respecté, évidemment, les compétences n'apparaissent pas. Donc ça fait partie de ce que j'appellerai tout à l'heure les idées partagées au sein de la Fédération de voile, qui est que dans l'expérience et dans l'expérience sportive en particulier, on acquiert des compétences assez extraordinaires et qu'il faut essayer de conserver le même engagement dans un certain nombre de domaines, dont la formation professionnelle, dont je vais parler maintenant. Alors le sujet qui m'a été proposé devant vous, c'est de parler de la stratégie nationale et européenne. C'est un peu ambitieux, mais je vais essayer de le suivre, de la formation des cadres sportifs en voile. Donc je vais définir très rapidement l'ensemble de ces termes pour qu'on se comprenne bien, et surtout que vous ayez une bonne intelligence critique de ce que je vais vous présenter, c'est-à-dire de la stratégie de la Fédération de voile dans le domaine. Concernant la stratégie, la référence qu'on a, qui est une référence qu'on a récupérée dans des formations d'ingénierie au management au sein de la Fédération, c'est que qui dit stratégie dit une finalité, c'est-à-dire un but à atteindre, des objectifs un petit peu clairement définis, dans lesquels s'inscrivent une stratégie, c'est-à-dire ce que j'ai décrit ici comme l'art de conduire les actions, de manière coordonnée, conjointe, pour obtenir les objectifs qu'on s'est fixés. Donc voilà, c'est un outil d'ingénierie de management qui s'appelle le MOST, et qui veut dire qu'on ne parle pas d'objectifs si on ne connaît pas la mission. En tout cas, on ne parle pas bien des objectifs si on ne connaît pas la mission et les finalités de l'organisation. Et en l'occurrence, pour la Fédération française de voile, la fédération s'est dotée de 2 missions qui sont assez traditionnelles maintenant, qui apparaissent dans toutes les conventions d'objectifs. C'est le sport de haut niveau et la voile pour le plus grand nombre. Donc ça, c'est des missions historiques, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, avec des objectifs qui se traduisent de manière très concrète par des recherches de podium pour le haut niveau et une augmentation du nombre de licences pour la voile pour le plus grand nombre. Évidemment, ça c'est un choix. On pourrait avoir d'autres choix et dire, dans sa grande générosité, la fédération va essayer d'initier un maximum de personnes à la voile, peu importe si elle a des licences ou pas. Il se trouve que, notamment notre ministère de tutelle, qui est le ministère des Sports, évalue, apprécie la capacité des fédérations
à développer leur sport par le nombre de licences que la fédération peut vendre. Donc de fait, c'est devenu notre objectif. Et vous voyez bien que la finalité derrière était évidemment un petit peu différente, mais en tout cas, on a adopté cet objectif. Voilà. Donc la stratégie de formation des cadres, elle s'inscrit dans ces deux finalités, c'est-à-dire développer le sport de niveau avec les meilleurs résultats internationaux, et puis développer la voile pour tous et pour le plus grand nombre. Voilà. Après, il y a la tactique, ça j'en parlerai pas, ça ne fait pas l'objet du sujet. Mais simplement, sachez que dans le modèle que je vous ai présenté, on tient compte ensuite dans la mise en œuvre des ententes, des mésententes entre les personnes, des engagements de certains, des démissions d'autres, des forces et des compromis, mais ce qui ne nuit pas à la stratégie, qui elle reste une ligne et une orientation générale, ce dont je vais vous parler maintenant. Alors nationale et européenne, ça veut dire que la fédération en fait a des relations institutionnelles avec le ministère de tutelle, désormais avec les partenaires sociaux depuis quelques années, et puis avec un certain nombre d'établissements de formation, que sont les établissements du ministère des Sports, mais également des universités. Donc ça, c'est les relations institutionnelles que la fédération s'autorise, puisqu'elle est légitimée à les suivre. Au plan européen, c'est un peu plus compliqué. Les seules relations légitimes qu'une fédération peut entretenir, c'est avec d'autres fédérations. Et donc on a engagé un projet qui sera ma conclusion, avec les fédérations sud-européennes, donc Italie, Portugal, Espagne, Pologne, et puis peut-être d'autres dans l'avenir. Donc voilà le ciblage un petit peu. Donc forcément, on n'a pas la même stratégie au plan national et au plan européen, puisque les enjeux sont différents, les partenaires sont différents. Et donc, je vais essayer de vous présenter ça. Formation, alors on va parler de formation, mais aussi de certification. Vous l'aurez compris, hein, une des grandes nouveautés, je dirais, dans le domaine de la formation, je dirais qu'il y en a deux depuis ces dernières années. La première, c'est l'alternance, c'est-à-dire la mise en place, beaucoup d'intervenants en ont parlé ce matin et hier, c'est la mise en place de situations alternant des mises en situation professionnelle et des retours d'expérience. Et puis le deuxième apport fondamental nouveau dans nos réflexions depuis quelques années, c'est la distinction entre la formation et la certification. Autrement dit, ce sont deux fonctions bien différentes, hein. Elles sont toutes les deux très normées, hein, parce que la formation, si c'est de la formation professionnelle, mais de la formation initiale également, il y a des lois, il y a des règlements, donc il y a des choses à respecter. Grosso modo, c'est un contrat entre une personne qui veut se former et puis un organisme de formation, et ce contrat répond à un certain nombre de normes. La certification, c'est un peu différent. C'est un acte d'autorité, donc d'une autorité certificative, qui va apprécier les compétences d'un candidat qui se présente, soit des épreuves, soit une VAE, soit une demande d'équivalence de diplôme étranger. Donc on va parler de formation et de certification, puisque maintenant on peut les dissocier très clairement. L'encadrement sportif, c'est bien évidemment dans notre esprit, à la fois l'encadrement de la compétition, les entraîneurs, Jacques Saury en a beaucoup parlé ce matin, et puis c'est l'encadrement du loisir, c'est-à-dire de la deuxième finalité que je vous ai présentée, c'est-à-dire la voile pour le plus grand nombre, donc c'est des moniteurs, des responsables de structure. Voilà, et donc tout ça mis en place par la Fédération française de voile, qui est, vous le savez, une association nationale, reconnue d'utilité publique depuis 1973 pour la dernière fois. Bon, c'est une fédération sportive, délégataire. Comment la caractériser? Je dirais comme toute organisation, on peut la caractériser par ses structures. Ces structures, c'est ses statuts, c'est ses mentalités, c'est ses rapports de force. Alors, je vais juste illustrer ces trois éléments parce qu'ils sont importants dans l'analyse qu'on peut avoir des choses. Les statuts, c'est les statuts types des fédérations, vous les connaissez. Ils ont une caractéristique particulière, c'est que les membres des fédérations sont des clubs, et les clubs élisent à la fois les conseils d'administration de la fédération, et ils élisent aussi les conseils d'administration des ligues régionales. Et donc ce qui fait que ça crée une tension pour ces ligues, qui sont à la fois les organes déconcentrés de l'autorité nationale, donc ils ont appliqué les directives de l'autorité nationale au plan régional, ça c'est leur pouvoir d'autorité régionale de la fédération. Mais comme en même temps ils sont porte-parole des clubs qui les ont élus, ils sont pris un petit peu entre ces deux aspects, je dirais, de politique remontante et de politique descendante, et c'est pas toujours facile à vivre
pour les responsables de ces ligues. Donc c'est une particularité qui n'existe à ma connaissance que dans le monde sportif. C'est un peu comme si les préfets de région étaient élus par les populations, voilà, mais étaient chargés de mettre en œuvre les mesures du gouvernement. Donc vous imaginez la situation. Heureusement, nous, on ne s'occupe que du loisir et du temps libre de nos concitoyens, donc ce n'est pas bien grave. Je pense que ça serait plus compliqué dans d'autres situations. Les mentalités, j'y reviendrai tout à l'heure. Les mentalités au sein de la fédération de voile, je dirais que si je compare avec d'autres fédérations, françaises ou étrangères, on est quand même dans une mentalité qui est centrée sur le bien général. C'est-à-dire que, grosso modo, les dirigeants peuvent s'étriper pour des questions politiques parce qu'ils n'ont pas la même vision du bien général du club, du bien général de la ligue, du bien général de la fédération. Et donc, comme ils s'y engagent avec passion, ça donne des fois des débats qui sont assez puissants et des confrontations, pareil, assez dynamiques. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, ma vision des mentalités, c'est-à-dire qu'on est dans une fédération où les dirigeants sont d'une manière quasi générale plus honnêtes. Il n'y a jamais eu de question d'intérêt personnel dans les discussions ou dans les remises en cause de dirigeants de la fédération, ni des ligues. Il n'y a pas eu de question d'enrichissement personnel. Ça arrive dans d'autres fédérations. Donc on n'a pas ces problèmes-là. C'est des problèmes qui sont hors des mentalités de notre sport. C'est comme ça. Ça fait partie des opportunités dont il faut savoir se réjouir. Il faut savoir que le sport n'est pas forcément comme ça. Et le sport de l'argent n'est pas toujours non plus. Donc ça, c'est pour les mentalités. Pour les rapports de force, un tout petit mot aussi, parce que pour bien comprendre la stratégie de formation, d'encadrement de la fédération, il faut aussi comprendre quels sont les rapports de force historiques qui ont joué au sein de cette fédération. Donc je vais les résumer très brièvement. On a eu historiquement la Fédération française de yachting à voile, qui dit bien ce que ça veut dire. Donc c'était une fédération de clubs de propriétaires de bateaux, et plutôt de beaux bateaux. Et donc voilà, c'était une fédération qui était ouverte à ses propriétaires, qui n'était pas forcément ouverte aux tout venants. Et puis, en deux étapes, d'une part, la fédération a changé de nom pour s'appeler Fédération française de voile, ce qui est quand même un trait marquant. Et puis, deuxièmement, il y a une étape politique assez forte que je resituerai tout à l'heure, qui consistait pour l'opposition de l'époque, à faire valoir l'importance de la démocratisation et du développement de l'activité, auquel s'opposaient évidemment les traditionnels, qui eux considéraient que ça ne servait à rien d'apprendre à des gamins de faire de la voile, c'est dans la mesure où ils n'avaient pas les moyens, ou que leurs parents n'avaient pas les moyens de leur payer un bateau et qu'ils ne pouvaient pas continuer derrière. Donc c'était créer des frustrations pour rien. Donc ce rapport de force entre ces deux aspirations et ces deux orientations de la fédération a basculé en faveur de la démocratisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a une fédération qui a deux finalités, le sport de haut niveau et la voile pour le plus grand nombre. Je rappelle ça parce qu'il aurait pu en être autrement. Voilà. L'évolution historique aurait pu ne pas être celle-là. Donc ce qui nous amène à définir un peu, essayer de définir ce qu'est une stratégie. Donc c'est bien la mise en œuvre d'une intention politique qui est définie en fonction de forces et faiblesses. Je reviendrai sur quelques-unes tout à l'heure. Compte tenu de menaces et d'opportunités, je vais en citer quelques-unes, dans un jeu qui est assez complexe, qui est celui de la formation, en particulier la formation professionnelle, qu'on a découvert en fait avec les copains de la branche qui, eux, maîtrisent parfaitement ces données et qui, nous, étaient tout à fait nouvelles et nous ont fait découvrir un monde il y a 5 ou 6 ans. Voilà, donc rapidement quelques données sur les opportunités. On est dans un pays où on estime les pratiquants de voile à 4 millions de personnes, 500 000 bateaux immatriculés, donc plutôt ça ne comprend pas tous les petits dériveurs planches à voile non immatriculés. Donc ça comprend 400 ports qui réunissent 165 000 places. Donc tout ça, ça donne quand même une idée de l'activité de la voile en France. Évidemment, tout de suite, on voit un problème. Hein. 165 000 anneaux pour près de 500 000 bateaux qui n'ont pas tous vocation à être dans des ports. Ça crée quand même un problème de place et d'anneaux qui ne fait que s'empirer depuis quelques années. Mais globalement, c'est quand même une opportunité. Si on analyse au plan économique et touristique, la France est le premier constructeur européen de bateaux de plaisance, le deuxième au monde. Première destination touristique mondiale, 74 millions de visiteurs par an dans notre pays, près de 7% du PIB en 2009. Première destination des touristes européens, deuxième destination mondiale, premier employeur européen en matière d'encadrement sportif nautique.
Voilà, des données qui relèvent des opportunités qu'on a à saisir et auxquelles la fédération n'est évidemment pas insensible. Les chiffres clés de la fédération, là aussi on est dans le domaine des opportunités, il y a quelques petites erreurs, on est à 1050 clubs. Oui, c'est pas le bon diaporama. Bon, c'est pas grave. 1050 clubs, 293 000 licenciés, 300 000 c'est une espérance rapide. Grosso modo 81 000 compétiteurs, 193 000 licences, passeports, enseignements, découvertes de l'activité. Donc tout ça piloté par près de 4500 professionnels, c'est-à-dire cadres rémunérés, plutôt 1800 permanents et puis 2700 occasionnels. Ça, c'est le nombre de personnes. En réalité, le nombre de contrats est un peu plus important. On est à 2200 contrats permanents et puis près de 2800 contrats occasionnels. Donc en réalité, on a plus qu'un contrat par personne, voilà, pour résumer. Donc un salarié de la voile a de temps en temps plus qu'un seul contrat dans son année de travail. Alors, tout ça est appuyé par près de 7000 bénévoles. Donc les chiffres sont faux, hein, ce que je vous projette, c'est pas ce que je vous dis, mais 7000 bénévoles, à peu près 500. On forme 100 moniteurs bénévoles de voile par an. À peu près, on répertorie à peu près 500 animateurs sportifs dans les clubs, et puis plus de 6000 dirigeants dans les structures. Autrement dit, pour aller vite, il faut au minimum, je dirais, 2 bénévoles sérieusement impliqués dans un club pour pouvoir créer et supporter un emploi salarié, fût-il occasionnel. Ça fait partie des conditions d'emploi dans le secteur. Là, je vous ai remis une petite chronologie rapide avec deux, trois ruptures que je voudrais vous signaler. Alors, je suis parti de très haut, de très loin, on va dire. Les Jeux Olympiques de Rome, donc, qui ont été évidemment une prise de conscience que la France n'était pas aussi grande que l'espérait le général de Gaulle à l'époque. Et donc, 2 médailles d'argent, 3 médailles de bronze. Ce n'est pas les médailles de voile, c'est les médailles de la France au JO de Rome. Voilà. On était à 5 médailles, aucune d'or. Donc, réaction vive du politique, création d'un certain nombre de réactions, de nominations. En 1965, on avait donc le brevet d'état de moniteur de voile. Je ne pense pas que quelqu'un l'ait dans la salle, mais enfin bon. Le KF, donc, qui était le certificat d'aptitude à l'enseignement de la voile. Les brevets d'état à partir de 1974, qui sont ensuite déclinés en 3 degrés. La première loi cadre sur le sport, qui était assez sèche. Rappelez-vous, nul ne peut enseigner contre rémunération s'il n'est titulaire, etc. Qui s'est assoupli en 1993 avec la modification qui permettait voilà, de voir avec un peu plus de souplesse la réglementation des qualifications. 1995, première homologation du ministère des Sports, c'était celle du diplôme de moniteur FF voile et du diplôme de moniteur de croisière. Donc homologation qui a duré jusqu'en 2007, donc qui a duré quand même plus de 10 ans, qui était sur des bases juridiques assez discutables. Bon, en gros, la loi ne le permettait pas strictement, mais bon, ça a été un usage. Ça a été contesté dans le tennis par les syndicats du tennis, avec réussite, puisqu'ils ont obtenu le retrait de l'homologation du tennis. Mais dans tous les autres sports, dont la voile qui avait un diplôme homologué, il n'y a pas eu de difficulté. Donc ces diplômes sont toujours inscrits sur les tableaux correspondants. Donc ça, c'est, je dirais, une première rupture, parce que ça signifie qu'on avait une ouverture vers des certifications reconnues qui n'étaient pas strictement celles délivrées par le ministère chargé des sports. La deuxième rupture, c'est celle de 1980, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une rupture politique forte de la fédération qui prend acte que l'orientation de développement du sport devient une priorité pour la fédération. Voilà. Autre rupture, c'est la création de la branche du sport avec la Convention collective nationale du sport. Je ne vais pas trop en parler, mais c'est une rupture, en tout cas dans la façon dont la gouvernance générale de la formation peut s'opérer, puisqu'on avait là un nouveau partenaire prégnant, puisque c'est le partenaire qui récolte les fonds, qui décide de l'attribution des fonds. Donc c'est aujourd'hui un partenaire incontournable, la branche.
Voilà, et puis tout ça. Ensuite, on a dès 2005 commencé à signer des conventions avec certaines universités qui développaient particulièrement des licences professionnelles ou des licences d'entraînement sportif avec des suppléments au diplôme voile. Et puis on s'est impliqué sur les DE, les DES évidemment. En résumé, si je devais résumer sur ce seul tableau la stratégie de la Fédération de voile en matière de formation et d'encadrement, je dirais que c'est une stratégie d'ouverture. C'est-à-dire que la Fédération a toujours saisi, dès que les diplômes étaient créés, a toujours saisi la possibilité de faire passer des professionnels pour la voile dans ces systèmes. Alors ça s'est vérifié pour les brevets d'État. Par exemple, la Fédération de voile est la seule, à ma connaissance, à avoir utilisé pour le BE1 les 5 possibilités d'accès au BE. L'examen, contrôle continu, la formation modulaire, voilà, j'en oublie, le BE pour les sportifs de haut niveau. Et donc, on a toujours estimé que c'était la variété des profils et des parcours qui allait amener de la richesse, puisqu'il y avait de l'emploi, donc il n'y avait pas de raison qu'on se bloque sur certaines voies d'accès et sur d'autres. Et aujourd'hui, c'est toujours la même stratégie qui opère, c'est-à-dire qu'on a une stratégie d'ouverture vers les STAPS, qui ont historiquement, comme en canoë-kayak, la capacité à nous fournir des professionnels d'excellent niveau. Et donc, ça nous intéresse de conserver cette filière de recrutement, même si elle n'est pas massive, même s'il ne s'agit que de quelques cas, mais ça nous importe de garder cette possibilité de formation, et pas seulement sur des licences pro, mais sur des licences, des masters, enfin des formations par la recherche, parce que une de nos convictions, c'est que pour former l'encadrement supérieur de nos structures, l'encadrement supérieur de nos entraîneurs, une formation par la recherche nous paraît assez incontournable. C'est une position fédérale. On peut en avoir d'autres, en tout cas c'est celle qu'on défend. Et donc, quand le ministère des Sports a rénové ses certifications, BP, DE, DES, eh bien, la fédération s'est engouffrée dedans et a mis en place un BP en collaboration avec d'autres activités nautiques, un DE et un DES. Là aussi, ce n'est pas une obligation. Certaines fédérations ont fait le choix de ne pas avoir de BP, d'autres de ne pas avoir de DE. Donc, il y a des choix différents qui peuvent être faits. Donc, on est bien sur des choix stratégiques qui sont pour la fédération de choisir le maximum de certifications possible et le maximum de niveaux de certification possible. Voilà, tout simplement parce qu'on a peut-être l'objectivité de se dire qu'on n'est pas capable de dire si on devait ne retenir qu'un ou deux diplômes, lesquels seraient les choix judicieux. Donc à défaut de pouvoir le faire, on les choisit tous. Mais là aussi, c'est une stratégie, et je comprends que d'autres fédérations en fassent des choix différents. Donc on s'est engouffré dans les certificats de qualification. Alors ça, pourquoi c'était un petit peu plus difficile, puisqu'on avait obtenu l'homologation, qu'on savait que l'homologation allait s'arrêter pour les occasionnels, qu'on savait que les moniteurs occasionnels étaient indispensables au maintien des emplois permanents. Vous enlevez l'encadrement occasionnel et les pics saisonniers d'activité, vous avez plus de la moitié des emplois permanents qui sont supprimés. Quand je dis plus de la moitié, je suis certainement à minima. Donc l'emploi permanent, il est soutenu par l'activité saisonnière, par l'activité sportive, par l'activité scolaire. Si on enlève un des trois piliers, je pense que l'ensemble du système d'emploi des cadres nautiques s'écroule. Et donc on est très attentif à maintenir ces trois piliers, à les maintenir solides. Donc on avait choisi la solution de l'homologation. On a ensuite tenté un dépôt de titre, puisqu'à l'époque c'était la solution à laquelle le ministère nous avait orienté. Donc ça c'est assez ancien. Donc on a eu un refus tacite en 2002 sur les titres. Et donc en 2003, dès que la branche s'est créée, on s'est engouffré dans les certificats de qualification. Sans aucun regret, puisque ça a permis un certain nombre de progrès, notamment le CQP d'AMV, ça nous a mis dans les clous de la formation professionnelle. On a revu nos dispositifs de certification et de formation, on les a normalisés et on a fait des efforts qui se sont répercutés sur le diplôme de moniteur bénévole qu'on continue à délivrer, certes en moins grand nombre, mais qu'on continue à délivrer. Donc de fait, je dirais l'avènement du CQP a permis des progrès, je pense, dans l'ensemble des fédérations qui ont mis en place des CQP, que les fédérations n'auraient certes pas pu faire toutes seules s'il n'y avait pas eu cette injonction externe de s'engouffrer dans ce dispositif. Deuxièmement, ça nous a permis de collaborer avec les partenaires sociaux. Donc on a
Depuis donc, fin 2008, on a délivré 800 AMV par an, avec entre 30 et 35 jurys réunis dans toute la France. Et on n'a pas eu une seule défection d'un représentant d'employeur ou d'un représentant de salarié sur ces jurys. Donc grosso modo, on tient bien la barre. On est sur un dispositif où réellement la parité sociale s'exprime, puisque au moins dans les jurys, on a réussi à la respecter. Ça n'a pas été facile ni simple au départ. Bon, il y a eu évidemment beaucoup de résistance, je vous passe sur les détails. Concernant l'encadrement rémunéré, donc Audrey n'a pas voulu ce matin, n'a pas voulu répertorier les certifications qui permettent d'encadrer la voile contre rémunération. Ben, moi, je l'avais fait. Donc, voilà. Il y en a 14. Voilà, elles sont là. Je ne vous fais pas un détail, vous les connaissez. Alors, il y en a qui sont plus délivrés, mais dont les titulaires continuent à exercer, évidemment. Peut-être même à chercher de l'emploi. Donc, on va les retrouver dans les recrutements. Il y a des situations dans la colonne B qui sont différentes, hein, puisqu'on a les diplômes homologués donc, qui ont été délivrés entre mai 1995 et août 2007 de moniteurs voile et de moniteurs croisière. On a le CQP-AMV, et puis il y a les situations de stagiaires DE, DEGEPS. Voilà. Et puis il y a d'autres situations, mais qui nous concernent moins dans les clubs. Donc c'est une situation assez complexe, et ça fait partie des menaces dans le dispositif global de certification, c'est la faible lisibilité du dispositif. Quand il faut expliquer ça, notamment dans nos réunions européennes, je vous avoue que c'est assez compliqué et qu'on s'y reprend à 2 fois, quand c'est pas 3, pour leur expliquer qui sont les autorités certificatives. Et encore là-dedans, j'ai oublié quelques situations marginales. Si on met les textes en face, ça donne un tableau comme ça. Vous ne pouvez pas le lire et c'est tant mieux, mais ça donne un petit paquet de textes. Je doute que qui que ce soit ici, même dans les professionnels de la formation, ait une connaissance parfaite de tous ces textes. Ça veut dire qu'on est sur un dispositif dont la lisibilité est un des problèmes majeurs. Et il va falloir qu'on arrive à régler ça parce que, évidemment, ça crée une menace essentiellement sur les épaules des employeurs, parce que les seuls qui peuvent être pénalisés par un système aussi complexe, c'est les employeurs, en embauchant quelqu'un qu'ils n'ont pas le droit d'embaucher, c'est-à-dire en embauchant un moniteur qui ne peut pas exercer légalement. Mais avant qu'un employeur s'y retrouve dans ce bazar, je peux vous expliquer qu'il nous a appelés quelques fois et que même après nous avoir appelés, il continue de nous appeler parce qu'il n'a pas bien compris ce qu'on lui a expliqué. Et je me mets parfaitement à sa place, quoi. Quand on ne baigne pas là-dedans à longueur de journée, c'est assez compliqué, assez cocasse. Donc ça, c'est un vrai sujet pour nous. Et c'est un vrai sujet, je pense, d'une manière générale pour le ministère des Sports. Donc on va passer rapidement là-dessus, mais enfin, il ne faut pas ignorer ce risque-là. La situation se complexifie avec un autre risque qu'on a identifié, qui est qu'on est quand même dans un pays où, en gros, avant 18 ans, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. On peut pas, enfin, jusqu'à un certain nombre d'années, on ne pouvait pas conduire une voiture. On ne pouvait pas enseigner la voile contre rémunération, on ne pouvait pas réaliser un certain nombre d'actes. Ce qui nous posait une problématique, nous, c'est comment former à la responsabilité quand on attend 18 ans pour commencer à former les gens. Très clairement, si on prend l'exemple des sportifs de haut niveau, sur lequel je me permets de revenir, si nos sportifs de haut niveau ne s'entraînaient pas tout seuls sur les plans d'eau à partir de 14 ans, on n'aurait aucun des résultats qu'on a aujourd'hui. Donc il est bien évident qu'aujourd'hui, si on veut faire l'analyse de la pratique de la voile, eh bien, il faut que les gamins, dès 14-15 ans, puissent naviguer tout seuls, sans encadrement, dans nos clubs, etc. Bon, ça pose des difficultés juridiques, que vous imaginez, et qui se posent aux professionnels, puisque les professionnels des clubs hésitent à laisser naviguer librement déjà des stagiaires adultes, et encore moins des stagiaires mineurs. Donc ça pose de vraies difficultés. Si on prend l'exemple du permis de conduire, si j'ai 30 secondes, rappelez-vous qu'il fut un temps où on commençait à apprendre à conduire à 18 ans. Donc évidemment, vous imaginez, vous êtes tous des professionnels du développement des habiletés physiques, vous imaginez ce que c'est que de démarrer une habileté physique à 18 ans. Donc vous voyez les résultats que ça peut donner quand on voit l'âge auquel on démarre un certain nombre de sports. Donc forcément, derrière, on a une accidentologie lourde et le permis de conduire ne résout pas les problèmes de sécurité routière. Donc on a trouvé des pis-aller. On commence à avoir de la conduite accompagnée à partir de 16 ans depuis quelques années. Si on compare avec d'autres pays, regardez les États-Unis, à 14 ans, les gamins peuvent se mettre au volant d'une voiture ou d'un camion.
Évidemment, ils ne sont pas en plein centre de Paris. Et c'est vrai que sur les routes de droite du Texas, le risque est quand même assez limité, à part percuter une vache, mais elle ne va pas traverser trop vite. Donc c'est vrai qu'il y a moins de risques. Il n'empêche que tous les pays qui autorisent la conduite aux plus jeunes sont des pays qui ont statistiquement des meilleurs résultats de sécurité routière. Alors nous, on a raisonné au niveau de la Fédévoile de la même manière. On s'est dit, c'est pas en prenant les jeunes à 17 ans qu'on va arriver à former nos moniteurs de voile responsables, compétents, et encore moins nos entraîneurs. Donc on a descendu les âges dans ce qu'on a appelé, c'est la première colonne de votre tableau, les fonctions bénévoles. C'est-à-dire qu'on a dit, bénévolement, la fédération a la capacité de définir un certain nombre de choses, elle va le faire. Et donc on a défini qu'on pouvait être aide-entraîneur, aide-moniteur, aide-animateur sportif à partir de 16 ans, qu'on pouvait être jeune arbitre à partir de 14 ans, en s'appuyant sur l'exemple du sport scolaire, qu'on pouvait aussi être responsable technique qualifié bénévole, à partir de 18 ans pour le coup, même si c'est une activité qui est majoritairement rémunérée et tenue par les professionnels des clubs. Sur la colonne de droite, vous avez donc l'ensemble des diplômes rémunérables, depuis le certificat d'AMV en bas jusqu'au diplôme de niveau 2 qui sont inscrits au RNCP. Et au milieu, vous avez 2 diplômes bénévoles. C'est les 2 derniers diplômes que la fédération maintient, d'entraîneur et de moniteur FF Voile. Le diplôme moniteur est plutôt utilisé par les Glénans. Le diplôme d'entraîneur est utilisé par la fédération et par beaucoup de professionnels qui exercent, mais pour qui c'est une reconnaissance fédérale que de passer ce diplôme qui a été revalorisé depuis quelques années. Un mot sur ce diplôme. Donc, préalablement, on avait 3 degrés. Grosso modo, les gens se formaient au premier degré, au deuxième degré quasiment pas, et au troisième degré jamais plus, quoi. Donc on avait mis ça pour justement avoir une progressivité dans l'acquisition des compétences, et ça ne marchait pas. Donc on a arrêté tout ça et on a inventé l'entraîneur FF Voile, un seul niveau. Et en moyenne, il faut 2 saisons pour atteindre ce niveau-là. C'est un niveau qui est supérieur au deuxième degré qu'on a supprimé, et qui est presque équivalent au troisième degré. Et on espère que ce qui va donner de la valeur à ce diplôme, c'est à la fois sa rareté et sa difficulté d'accès. Apparemment, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ça commence à prendre et on a des entraîneurs et des professionnels compétents qui passent ce diplôme. Un mot pour terminer. Bon, l'environnement spécifique, j'y reviendrai s'il y avait besoin, mais il y a des certifications hauturières qui ont été créées par la fédération. 2 sur lesquelles j'attire votre attention, c'est celles qu'on a créées en 2012. Premier secours en mer ISAF, donc c'est des formations qui sont inspirées d'une réglementation internationale de la Fédération de voile internationale, et la formation médicale hauturière qui permet d'adapter des soins de la norme STCW 95 à la voile. Un tableau qui n'est pas fait pour être lu, donc vous inquiétez pas si vous ne le lisez pas. En conclusion, c'est le travail européen qu'on a engagé avec les fédérations sud-européennes, avec lesquelles on a un certain nombre d'atomes crochus. En particulier, on partage un certain nombre de valeurs sur le sport de la voile. Et on a constaté que tous ces pays et toutes ces fédérations attribuaient des valeurs éducatives à l'apprentissage de la voile, de formation à la citoyenneté, parce qu'en mer, il y a de la solidarité, il y a de l'entraide, il y a de la responsabilité, donc un apprentissage de la responsabilité, enfin toutes choses qui ne sont pas faciles à trouver aujourd'hui dans les systèmes initiaux ou professionnels continus. La formation à la responsabilité, c'est certainement une des formations qui manque le plus aujourd'hui dans notre pays, et il se trouve que le sport de la voile permet peut-être mieux que d'autres activités de la développer correctement. Donc on s'est entendu là-dessus, et donc on est en train d'échanger techniquement sur une reconnaissance mutuelle possible de nos certifications, sachant qu'il reviendra aux autorités certificatives de prendre les décisions qui vont bien, mais que le tableau permet des comparaisons. Et on va assez loin dans les comparaisons, puisqu'on compare évidemment les qualifications des formateurs, les autorités certificatives, les volumes d'enseignement, l'alternance, la réalité de l'alternance, le type d'épreuves de certification qui sont mis en place par les différents pays. Et donc on essaie d'avoir un tableau comparatif qui soit assez révélateur de la réalité, non pas seulement des textes, mais de la réalité des certifications mises en œuvre par les pays. Donc voilà, ça c'est un chantier qui est engagé pour 2012 et qui ouvrira, je pense, des possibilités d'échange d'étudiants et de formateurs qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Voilà.